Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité au travail et de sécurité routière. Avant de débuter l'épisode de ce mois-ci, des petites annonces, des petits rappels en fait, premièrement par rapport à notre colloque annuel qui va avoir lieu le 20 novembre prochain au Centre des congrès Renaissance à Montréal, où la thématique cette année va être la santé psychologique et le mieux-être au travail. Donc toute la journée, on va avoir des conférenciers qui vont venir nous parler de diverses facettes de la santé psychologique. Et pour les inscriptions, en fait, c'est simple, ça se fait par le site internet de Via Prévention, donc le viaprévention.com, où vous pouvez nous contacter et faire les inscriptions par téléphone avec Jacqueline au 514-955-0454. C'est pas mal ça, on vous invite en grand nombre. Et aussi, par rapport à une formation qu'on offre là, dans les derniers temps, qui est par rapport à la circulation sur les chantiers de construction. Il y a eu malheureusement dans la dernière année beaucoup d'accidents mortels impliquant des véhicules lourds, des manœuvres de recul et des travailleurs. Donc, c'est une formation qu'on offre, elle dure environ 2 heures. Je vous invite à nous contacter pour avoir plus d'infos sur cette formation-là qui est très intéressante. Et sur ce, débutons l'épisode avec mon invité ce mois-ci, M. Olivier Bellavigna-Ladou. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Bonjour Samuel. Ça va bien? Ça va très bien. Super, merci d'avoir accepté l'invitation de venir là, à Balado Prévention. Manœuvre de recul, véhicule lourd, c'est-tu quelque chose qui... toi, en tant qu'ingénieur mécanique spécialisé dans les véhicules routiers, est-ce que c'est quelque chose qui t'interpelle, la présence des véhicules dans les cas d'accident mortel? Bon, alors moi, je suis ingénieur mécanique et une partie de mon travail, c'est de faire des enquêtes lorsqu'il y a des accidents mortels ou avec blessés graves. Donc, dans les cas de chantier de construction, effectivement, les manœuvres de recul, que ce soit même pour des pompiers, là, nous, on a travaillé sur un dossier il y a quelques années où un pompier a été tué lors d'une manœuvre de recul d'un camion de pompiers, lors de l'arrivée des véhicules lors d'une intervention. Récemment, on a travaillé sur un dossier où un booteur, donc un équipement de chantier, là, a reculé sur un travailleur, également un accident mortel. Et oui, les manœuvres de recul, effectivement, c'est un sujet en termes de sécurité, que ce soit routière ou sur chantier, là, qui est très, très, très pertinent parce que c'est des accidents souvent très graves, évidemment, parce que par le temps où le chauffeur se rend compte qu'il y a une problématique, il est déjà trop tard, là. Donc, il y a une question de prévention, de méthode de travail, de collaboration aussi pour les gens sur le chantier, de savoir qui fait quoi, où se placer, comment effectuer ses déplacements, autant pour les piétons que pour les autres ouvriers là, sur un chantier ou sur route. Là. C'est toujours l'interaction entre les différents usagers qui peut causer des problèmes. Puisque les facteurs humains sont à la base d'à peu près 85% des accidents, que ce soit accident de travail ou accident de la route. Là, le facteur humain est extrêmement important. OK. On va revenir plus en détail dans la portion enquête, parce que je sais que dans ton travail, c'est un volet qui me semble assez important. Revenons à la base. Un ingénieur spécialisé dans les véhicules, ça part de où? C'est-tu une passion tout d'abord par rapport aux voitures, aux camions? Oui, absolument. Moi, quand j'étais enfant, le premier travail que je voulais faire, c'était travailler comme cuisinier. Okay. Et par la suite, j'ai développé un intérêt pour tout ce qui était véhicules, machinerie mobile, les camions, etc., comme beaucoup de jeunes garçons d'ailleurs. Mais moi, ça m'est resté. Quand j'ai fait mes études en génie mécanique à l'École polytechnique, mon objectif, c'était de travailler dans le domaine automobile. Il y a peu d'activités automobiles au Canada en termes d'ingénierie. Là, on a beaucoup de chaînes de montage, maintenant qui sont principalement en Ontario. On avait la General Motors à Blainville anciennement. Mais il y a beaucoup de petites PME au Québec qui travaillent comme sous-contractants pour les grands manufacturiers automobiles. Mais on a également beaucoup de recherche et développement qui se fait dans des petites entreprises. Bon, on parle du moteur roue, le TM4 là, pour Hydro-Québec, qui fait des petits tranquillement dans d'autres applications que l'application véhicule routier. Et on a beaucoup de know-how au Québec aussi. Encore une fois, c'est les PME. Là, on est vraiment une province de petites et moyennes entreprises là, dans ce domaine-là. Donc, oui, mon intérêt, c'était vraiment de travailler là-dedans. Et ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'ai eu l'opportunité de faire une maîtrise en sécurité routière à Polytechnique, à l'École polytechnique de Montréal. Et par la suite, j'ai travaillé en sécurité routière, comme chercheur en sécurité routière pendant bien des années. Et en même temps, je faisais du travail d'expertise
sur des véhicules et des équipements motorisés. Donc, tout ce qui a un moteur et qui bouge. Donc, la machinerie mobile, ça peut être de la machinerie agricole, la machinerie de construction. On parlait d'un booter tout à l'heure, un bulldozer, par exemple, ou une niveleuse, etc. Que ce soit de la machinerie industrielle mobile, des motoneiges, des motocyclettes, évidemment, les véhicules légers et les véhicules lourds. Moi, ma grande spécialité, ce sont les véhicules lourds, là, les camions de transport de marchandises, les véhicules commerciaux. C'est-tu une branche qui est populaire, ça, pour les étudiants en ingénierie? Non, absolument pas. C'est vraiment un marché de niche en ce sens où il n'y a pas vraiment de grands employeurs là, au Canada à ce niveau-là. Puis c'est vraiment, je me suis créé ma propre expertise et mes propres emplois avec le temps, là, à cause de mon intérêt pour le sujet. ProLab Expert, là-dedans, ça se place? Alors, c'est une entreprise que j'ai démarrée en 2005 et qui, on est maintenant une demi-douzaine d'ingénieurs et on est vraiment spécialisé dans tout ce qui est ingénierie légale. Donc, dès qu'il peut y avoir un litige suite à un accident, un bris mécanique important, on va à ce moment-là faire une enquête technique et préparer des rapports qui peuvent être soumis en arbitrage du travail, que ce soit au civil, au criminel, également en déontologie. Par exemple, nous, on fait beaucoup d'expertise sur des accidents qui impliquent des véhicules de police, des véhicules de patrouille, puisque souvent, il y a des plaintes en déontologie suite à ces collisions-là, s'il y a eu des blessés, même légers, là, chez les citoyens. Donc, le comité de déontologie policière fait le chien de garde de la population pour pas que les policiers utilisent leurs véhicules de façon inappropriée. Donc, c'est des exemples de choses qu'on fait, là. Donc, dès qu'il y a des véhicules et des accidents spectaculaires là, ou très médiatisés, on va souvent être impliqué dans ces dossiers-là. Je vous donne par exemple l'incident sur le boulevard métropolitain où il y a un camion citerne qui a brûlé, là, qui a causé pas mal d'émoi dans la ville là, quand c'est arrivé. Donc, on a 2016, hein? Oui, ça. Exactement. On a travaillé là-dessus, là, dans ce cas-ci, pour la CNESST, là, qui voulait savoir ce qui était arrivé finalement. Alors, nous, c'est toujours quand c'est au niveau de l'expertise mécanique, l'expertise technique, que ce soit des défaillances électriques, mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, sur de l'équipement mobile. Là. C'est vraiment notre domaine d'expertise. OK. Puis j'ai vu dans ton équipe, ça revenait souvent, là, je ne sais pas trop c'est quoi, Estaca Paris. Juste ça, oui, en fait... je me demandais, c'est une école, mais... Oui, en fait, c'est en génie automobile, il n'y a pas vraiment de formation dédiée qui existe au Canada. Donc, la plupart de mes employés ont fait un stage à l'Estaca à Paris, qui est une école où il y a des ingénieurs automobiles qui viennent donner, qui sont des chargés de cours, en fait, là, qui viennent donner des cours. Donc, c'est une formation qui est vraiment dédiée au domaine de l'automobile, que ce soit au niveau manufacturing, que ce soit au niveau design. Et c'est un profil d'ingénieur, moi, avec lequel j'ai eu beaucoup de succès. Là. Tous les ingénieurs que j'ai engagés avec le temps qui avaient fait leur stage à l'Estaca, ben, c'est des gens qui reflétaient bien les valeurs de l'entreprise quand ils ont commencé à travailler avec moi par la suite. Okay. Je ne sais pas si c'est encore actuel, mais est-ce que tu as encore des liens en tant que professeur à la Polytechnique? Oui, mais encore une fois, j'ai été chercheur à Polytechnique, assistant de recherche là, pendant 12 ans, 13 ans. Et en 2010, on m'a demandé de donner une charge de cours à l'École Polytechnique. Donc oui, je l'ai accepté et je suis très content. Je le fais toujours même. Je vais donner mon premier cours cette année, demain, pour le début de la session d'automne. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le contact avec les jeunes étudiants et ingénieurs. C'est rafraîchissant de voir leur vision des choses, le changement de génération. Là, on parle de deux générations de différence, là, ou en tout cas au moins une. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir les valeurs de ces jeunes-là, leur vision des choses, les défis qu'ils vont avoir à relever comme ingénieurs ne sont pas du tout les mêmes que ceux de ma génération. Donc, on parle d'environnement, on parle de développement durable, les carburants alternatifs, les véhicules électriques, l'utilisation de l'hydrogène également comme carburant alternatif. Donc, il y a des défis extrêmement intéressants, entre autres, je pense qu'au niveau ingénierie, le réchauffement climatique, il y a des défis à relever, puis il y a probablement des solutions techniques. Il y en a déjà qui commencent à être développées en termes de recherche et développement, mais je pense que c'est vraiment un domaine d'avenir et il y a beaucoup de génie mécanique là-dedans, évidemment. Okay. Moi, je pensais aux véhicules autonomes. Il me semble que c'est un des thématiques qu'on entend souvent, les camions, mais là, on voit même, je pense que c'est sur la rive-sud, des autobus qui n'ont même pas de conducteur. Est-ce que pour toi, ça fait que ton travail va changer quand tu vas être, admettons, appelé à enquêter dans un cas où il n'y avait même pas de conducteur sur un véhicule?
Absolument. En fait, de plus en plus, maintenant, quand on fait des enquêtes d'accidents, on a les équipements embarqués, d'acquisition embarqués sur les véhicules, que ce soit pour les systèmes de coussins gonflables. On a le Sensing and Diagnostic Module. C'est le module qui va capter les signaux des décéléromètres dans le véhicule pour déterminer est-ce qu'on doit déclencher l'ouverture des coussins gonflables. Est-ce que ça va être les coussins gonflables frontaux, les coussins gonflables latéraux? Donc, il y a une acquisition qui est faite et il y a maintenant une réglementation du NHTSA aux États-Unis qui oblige les manufacturiers à avoir un certain nombre de données qui peuvent être rendues disponibles au travers de la prise OBD2 du véhicule, par exemple. Et au niveau des véhicules lourds, c'est un peu le même principe, c'est qu'on a les systèmes de gestion, les ECM des moteurs et des systèmes embarqués nous permettent d'avoir, par exemple, localisation GPS des véhicules, nous permettent de savoir la position des pédales au moment d'un incident, de savoir on peut mettre des limites s'il y a des freinages trop brusques, des accélérations trop brusques, on dépasse certaines vitesses. À la limite, on fait rouler le moteur au ralenti trop longtemps sur certaines périodes. Donc, c'est des systèmes qui sont de plus en plus utilisés pour gérer la consommation de carburant des véhicules, mais aussi gérer le comportement des conducteurs. Est-ce qu'on a des conducteurs qui prennent trop de risques? Est-ce qu'on a des conducteurs qui conduisent de façon non éco-énergétique? Donc, tous ces équipements-là, en fait, pour les coussins gonflables, c'est simplement être capable de déterminer si nos systèmes de coussins gonflables fonctionnent de façon optimum. Et si on a une problématique, pouvoir la corriger de façon logicielle. Et c'est General Motors qui a développé les premiers systèmes là, au milieu des années 90 qui ont été qui ont commencé à être les plus répandus. Et General Motors ne faisait pas ça pour la sécurité routière et pour les enquêtes d'accidents. Ils faisaient ça parce que ça leur permettait de faire des correctifs rapidement à peu de coûts s'il y avait des problèmes de fonctionnement pour les coussins gonflables. Je pense par exemple au modèle Pontiac Sunfire. On a eu des ajustements à faire là, dans les années 90 et ça a coûté beaucoup moins cher aux manufacturiers d'avoir cette possibilité-là de pouvoir voir le comportement des véhicules dans des collisions réelles et de pouvoir faire des correctifs, par exemple sur les limites de déploiement, les forces de déploiement. On est arrivé par la suite avec des coussins gonflables avec 2 vitesses de déploiement, de dual threshold. Et ça a tout été développé justement en regardant l'efficacité de ces systèmes-là dans des collisions réelles de la route. Et par la suite, l'étape suivante qui est arrivée, c'est les coussins gonflables latéraux qui ont une stratégie de fonctionnement différente en ce sens qu'on va les faire déployer plus vite et plus tôt dans la collision, puisqu'évidemment, la portière n'offre pas beaucoup de protection à l'occupant, alors que le compartiment moteur, à l'avant, lorsqu'on a une collision avant, il y a beaucoup d'enfoncement qui va permettre de dissiper de l'énergie avant qu'on ait une possibilité de blessure au niveau des occupants. Donc, les systèmes embarqués des véhicules font en sorte qu'effectivement, lors d'une enquête de collision, on peut aller chercher, dans certains cas, des informations importantes. Donc, par exemple, est-ce que les occupants portaient leur ceinture de sécurité? Anciennement, on regardait les marques au niveau des ceintures, des enrouleurs, des anneaux en D. Maintenant, on est capable de savoir si la ceinture était bouclée. Mais évidemment, c'est le signal électrique. Est-ce que la boucle est bouclée dans son réceptacle? Et si la personne est assise sur la ceinture et qu'elle est bouclée, mais par contre, on va le voir au niveau des blessures, puisque la personne va être projetée, il va avoir des blessures bien différentes que si elle avait porté sa ceinture réellement. Donc, on est capable d'avoir une précision plus grande sur certains aspects techniques dans des collisions, les vitesses pré-impact, le freinage, l'engagement du système ABS, l'engagement des systèmes de stabilité. Donc, on peut avoir beaucoup d'informations intéressantes qui nous permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé dans une collision et ça peut être utilisé autant dans des litiges qu'en termes de recherche et développement ou en termes de sécurité routière. Donc, il y a un intérêt dans ces domaines-là. Maintenant, si on parle des véhicules autonomes, moi, je dois vous avouer que quand j'ai commencé comme jeune ingénieur, c'était les premiers balbutiements des véhicules électriques. C'était pas l'époque où on parlait des chars qui allaient voler. Là. Non. C'était vraiment les premiers véhicules électriques. Je me souviens à Polytechnique, il y avait un projet étudiant là, pour développer une voiture électrique. Et la problématique était toujours une problématique de poids, puisque les batteries pèsent très lourd, et d'autonomie. Et ces problématiques-là, il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites depuis. Maintenant, on a des véhicules électriques, par exemple les véhicules Tesla, le nouveau Kona, la Bolt de General Motors. On a des véhicules qui commencent à avoir des autonomies intéressantes. Donc, c'est une question maintenant beaucoup plus d'infrastructure pour la recharge. Ouais. Et ça se développe tranquillement. Et il y a des pays, par exemple, dans les pays scandinaves, il y a des pays où le pourcentage de véhicules, si je me souviens bien, c'est la Norvège.
j'en suis pas sûr, mais il y a un de ces pays-là où on est presque rendu à 50% des véhicules nouvellement immatriculés qui sont des véhicules électriques. Et là, il y a des incitatifs importants au niveau gouvernemental pour avoir des véhicules électriques. On a des subventions. Ici, on est rendu à 13 000 au Canada là, pour acheter un véhicule électrique. Mais ces pays-là, ça peut aller jusqu'au double de ça comme subvention pour acheter un véhicule électrique. Et on a également des incitatifs. Le stationnement en ville est gratuit si tu as un véhicule électrique. Les autoroutes à péage sont gratuites si tu as un véhicule électrique. Si on parle de véhicules autonomes, il y a encore des défis. Autant il y avait des défis importants pour les véhicules électriques il y a 30 ans. Dans la conception. Au niveau de ce qui est possible au niveau de la technologie actuelle. Et pour les véhicules autonomes, la problématique, c'est que en ce moment, ce serait réalisable en circuit fermé. Donc, par exemple, on prendrait une portion de San Francisco et puis on dirait, dans cette portion de San Francisco, ce sont seulement des véhicules autonomes. Mais le problème, c'est lorsqu'on va mélanger des véhicules autonomes avec des véhicules qui sont conduits par monsieur et madame tout le monde, la prise de décision des piétons, la prise de décision des autres usagers de la route et la prise de décision d'un algorithme, en fait, il y a des incompatibilités. On s'en rend compte. Et l'autre problématique importante, c'est le fait que il y a en cas de collision, il y a une prise de décision qui doit être faite par l'algorithme du véhicule autonome. Et dans certains cas, le véhicule peut décider que pour sauver la vie d'un piéton, on va peut-être causer des blessures au conducteur du véhicule. Par exemple, en déviant la trajectoire du véhicule, le véhicule va venir heurter, va venir entrer en collision avec un objet beaucoup plus dangereux, évidemment, pour l'occupant que le piéton lui-même, et causer des blessures à l'occupant. Alors, aux États-Unis, évidemment, un Américain acheter un produit qui va lui causer des blessures pour sauver la vie de quelqu'un d'autre, c'est pas quelque chose qui est accepté par une certaine tranche de la population. Donc, il y a des débats éthiques qui entourent les véhicules autonomes qui ne sont pas encore réglés. Et évidemment, les Américains sont des grands leaders dans le développement de ce genre de technologie-là, même s'il y en a beaucoup de choses qui se font en Europe et ailleurs dans le monde. Donc, il y a des débats éthiques qui n'ont pas été réglés. Il y a encore des défis techniques également qui ne sont pas résolus. Il y a un autre défi technique, c'est évidemment en conditions hivernales. Comment détecter la route comme il faut par un algorithme informatique. L'être humain est capable de le faire. Est-ce qu'on va sans doute être capable de se rendre avec l'intelligence artificielle, entre autres, à des niveaux où un système informatique va être capable de reconnaître une route enneigée avec la neige qui tombe en même temps et avec du grésil et avec du vent, etc. Le bon vieux feeling de la route. Là. Exactement. Mais on n'est pas encore rendu là au niveau fiabilité de ces systèmes-là. Mais écoutez, moi, je suis quand même quelqu'un de ma génération. Je viens d'avoir 50 ans. Moi, je ne le vois pas encore techniquement. Mais j'imagine que évidemment, c'est des défis qui vont être relevés par les prochaines générations d'ingénieurs. Mais il y a beaucoup de manufacturiers qui parlent des véhicules autonomes en 2025, en 2030. Moi, je ne le vois pas encore aussitôt que ça. Il y a encore trop de défis techniques à relever. C'est bon. Je veux qu'on revienne un peu à la partie enquête. Un peu, t'as mentionné, je me l'étais noté, là, l'accident du métropolitain, le camion-citerne qui a pris feu. Moi, je connais pas ça, une enquête là, de collision. Comment ça se passe? C'est quoi l'étape 1? Qui vous appelle? Alors, c'est un bon exemple. Moi, au début de ma carrière d'ingénieur, on travaillait beaucoup avec les services de police parce que pour nos travaux de recherche en sécurité routière, on faisait des travaux de recherche pour la Société d'assurance automobile du Québec et pour Transport Canada. En fait, on allait vérifier la performance des équipements de sécurité des véhicules routiers lors de véritables situations de collision. Donc, que ce soit la performance des coussins gonflables, la performance des ceintures de sécurité, la performance des structures des véhicules à absorber les chocs. Et donc, pour avoir accès aux données d'accident, on devait obtenir ces informations-là directement des corps policiers quand il y avait des collisions de la route, aller voir les véhicules, aller voir les scènes d'accident. Et donc, en échange de notre accès à ces renseignements-là, on donnait également notre collaboration au corps policier dans les enquêtes de collision. Alors, c'est ce qu'on appelle les reconstitutionnistes d'accidents, de collision de la route. Donc, la Sûreté du Québec ont leur groupe de spécialistes en reconstruction d'accidents. Et il y a également la Ville de Montréal, la SPVM et Laval qui ont des policiers qui sont dédiés à ce genre de tâches-là. Et donc, dans mes premières années comme jeune ingénieur, j'ai beaucoup travaillé avec des policiers sur des enquêtes de collision comme ça. Et par la suite, pour des travaux en sécurité routière. Et par la suite, je vous dirais depuis une dizaine d'années, c'est les avocats en défense qui nous demandent de venir analyser le travail justement de ces reconstitutionnistes-là pour déterminer si les dossiers sont bien montés, si les accusations sont basées sur les bons paramètres. Donc, on va également faire des enquêtes de collision pour des opérateurs de flotte de camions. Donc, ils ont un camionneur qui a été impliqué dans un accident. Est-ce que le camionneur a eu un comportement adéquat au volant? Est-ce qu'il y a eu un défaut mécanique?
qui a causé l'accident. Donc, le travail d'enquête, en fait, c'est d'aller colliger tout ce qui est sur la scène d'accident, les traces qui sont laissées au sol. Donc, tu vas sur la route, alors, effectivement, la voir. Anciennement, je le faisais quand je travaillais avec les policiers, mais maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on obtient l'information a posteriori. Donc, l'enquête policière, ils ont couvert la scène, donc on obtient cette information-là, ou on obtient l'information qui a été colligée par l'enquêteur, par exemple, de la telle compagnie de transport. Il a pris des photos sur la scène, il y a des mesures qui ont été prises. Et quand c'est des accidents de véhicules lourds, on peut retourner plusieurs jours après sur la scène, donc on le fait également. Et les véhicules lourds vont laisser des traces, entre autres les pneus de véhicules lourds vont laisser des traces qui vont durer plus longtemps à cause de la nature du caoutchouc et évidemment du poids de ces véhicules-là que pour un véhicule léger. Un véhicule léger, si on a de la pluie pendant quelques jours, les traces de dérapage, les traces de freinage vont rapidement se dissiper et disparaître. Et donc, le travail, c'est donc de colliger toutes les traces physiques qui ont été laissées sur la scène, les distances sur lesquelles les véhicules se sont déplacés après la collision. Est-ce que le véhicule s'est renversé? Est-ce que le véhicule a fait des tonneaux? Est-ce qu'il y a eu des contacts avec des structures routières, par exemple des glissières de sécurité? On va également documenter les véhicules pour déterminer les dommages aux véhicules, voir les enfoncements. Dans certains cas, on peut faire des calculs d'enfoncement pour déterminer quelle énergie a été dissipée dans la collision, dans les déformations aux véhicules. À quelle vitesse il roulait, puis l'impact a amené. Et là, on peut faire des calculs de dérapage au seuil, des calculs de dérapage en rotation, des calculs de freinage, là, donc d'énergie dissipée en freinage lors d'une collision. Donc, ça peut être autant pour des collisions avec piétons que des collisions véhicules seuls qui quittent la route après un dérapage, par exemple, des collisions à véhicules multiples. Et on combine tout ça avec les dommages aux véhicules et les systèmes embarqués. Donc, les données des systèmes embarqués des véhicules. Donc, dépendant de l'année modèle du véhicule et du modèle du véhicule, on peut avoir certaines informations. Il y a certains véhicules, certains manufacturiers vont avoir plus d'informations disponibles. Par exemple, sur les véhicules Tesla, on a souvent accès aux enregistrements vidéo du système autopilot. Donc, il y a une caméra qui filme vers l'avant et vers les côtés du véhicule. Donc, on peut même avoir une preuve vidéo de ce qui s'est passé lors de la collision. Donc, plus ça va, plus on a de l'information. L'idée, c'est de la colliger, de valider celle qui est valide. S'il y a des informations qui ne fonctionnent pas avec le reste de la scène, donc valider les informations qu'on obtient. Et évidemment, la dernière étape, c'est faire les expertises mécaniques des véhicules. Vérifier est-ce qu'un manque de freinage, un bris de direction, un éclatement de pneus, une perte de roue, donc un bris de suspension, un bris de châssis. Si on a des bris mécaniques qui ne sont pas liés à la collision, qui étaient préalables à la collision, peuvent avoir contribué ou aggravé ou causé carrément la collision. OK. Peux-tu nous juste donner un exemple pour toi qui est habitué d'en faire, un indice qui peut paraître banal pour nous, qui pour toi va te donner une information primordiale dans une enquête? Ben, écoutez, des affaires auxquelles on ne penserait pas. Bien, souvent, on a des pièces brisées. Alors, on voit une pièce, par exemple, on voit une pièce de direction qui est brisée. Et comme le véhicule est endommagé, est impliqué dans un accident, on assume que c'est lié à la collision. Alors, nous, on va aller regarder les profils de bris de ces pièces-là. Okay. Et là, dans certains cas, on va faire appel à un métallurgiste, un expert dans la fractographie, les faciès de rupture de pièces métalliques. Là. Mais nous, on en a vu assez pour savoir d'être capable de dire, mais ce bris-là, on voit qu'il y a une partie de la pièce qui s'est brisée en fatigue sur un certain temps, et ensuite, on a eu un bris, en surcharge. Okay. Donc, c'est quelque chose qui s'est produit avec le temps, et il y a eu un bris final, et dépendant de quelle pièce il s'agit, est-ce que ça peut expliquer le fait que, par exemple, le véhicule a soudainement tiré vers la droite pour aller vers l'accotement et ensuite est allé se renverser dans le fossé? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est plausible que ce bris-là? Et là, on va aller plus loin dans l'enquête au niveau. Donc, souvent, il y a des choses où quelqu'un qui regarderait ça rapidement se dirait « Ouais, ben, c'est lié à la collision, ça n'a pas de lien avec... ça ne peut pas être un facteur contributif. » Et souvent, quand les conducteurs sont tués, blessés grièvement, n'ont plus de souvenirs de ce qui s'est passé, bien là, on doit se fier carrément, quand il n'y a pas de témoins de faits, de témoins factuels, il faut se fier vraiment à la preuve physique pour savoir ce qui s'est passé. L'accident de août 2016, puis là, si on va plus récemment, août 2019, quasiment 3 ans exactement par après, des accidents majeurs, des collisions avec des véhicules, puis en plus qui prennent feu. Est-ce que le fait qu'il y ait un incendie ou une explosion, en tout cas, qui se joint à la collision, est-ce que ça complexifie encore plus la résolution de tout ça? Absolument. Entre autres, au niveau des véhicules lourds, une des choses qu'on regarde beaucoup, un des facteurs accidentogènes importants au niveau mécanique, c'est les freins.
Les freins à tambour, entre autres des véhicules lourds, ont une propension à perdre leur efficacité s'ils ne sont pas entretenus comme il faut. Il y a toute la question des régleurs de freins automatiques, là, les leviers d'ajustement automatique, qui sont entretenus, on ne les remplace pas, on les réajuste. L'accident des éboulements est un bon exemple. L'accident des éboulements sur lequel j'ai travaillé il y a bien des années, là, qui a été le pire accident en termes de mort dans l'histoire du Canada, était directement lié à une problématique de frein. Et ces freins-là avaient été entretenus. C'est simplement qu'ils n'avaient pas été entretenus comme il faut. Donc, il y a des moments où il faut remplacer la pièce. Et sur les véhicules lourds, le problème avec les régleurs, dans le cas de l'accident des éboulements, c'était des régleurs manuels. Les régleurs automatiques n'existaient pas encore à l'époque, n'étaient pas encore obligatoires à tout le moins. La problématique, c'est qu'on va réajuster ces freins-là alors que ils ne se réajustent plus seuls. Alors que c'est un régleur automatique devrait se réajuster par lui-même. Et on va le réajuster manuellement pour laisser le véhicule en opération parce que ça coûte moins cher que remplacer la pièce. Puis là, on se retrouve avec des pertes de frein importantes et là, ça a une incidence sur certaines collisions. Donc, c'est ce genre d'informations-là qu'on va aller chercher. Dans le cas d'un véhicule qui a brûlé, eh bien, dépendant de comment les récepteurs de frein sont brûlés, les régleurs de jeu sont endommagés, etc., on va perdre l'information, effectivement. Okay. Donc, on va falloir qu'on regarde d'autres choses au niveau de la preuve physique pour essayer de comprendre est-ce que les freins ont été un facteur ou pas, là. Okay. Puis, avec tout ça accumulé, là, est-ce que... Moi, je vois ça juste à la télévision, j'entends parler à la radio, puis il me semble que ça vient me chercher. Il me semble que ça doit être témoin de ça, ça doit être vraiment intense. Est-ce que toi ou ton équipe, ça vous est déjà arrivé de dire non à un mandat parce qu'il y avait une charge émotive trop intense avec une enquête? C'est une très bonne question. Écoutez, ça prend une certaine personnalité pour faire ce genre de travail-là. Pensez aux policiers là, qui interviennent sur des scènes de crime. Moi, je vous dirais que moi, à titre personnel, j'ai beaucoup de difficultés quand il y a des enfants qui sont impliqués. Donc, des enfants blessés ou des enfants tués. Ça vient beaucoup me chercher et je trouve ça très difficile. Mais on doit faire le travail quand même. Moi, je me souviens d'un de mes collègues de travail, ingénieur. On a un dossier où une personne âgée a eu un malaise au volant et est venue rentrer dans une résidence. C'était un dossier qui était à Montréal il y a bien des années. Et lorsqu'on arrive sur les lieux, c'est le grand-père de mon collègue qui était la personne qui avait été impliquée dans l'incident. Donc, mon collègue est rentré à la maison puis il n'a évidemment pas été impliqué dans l'enquête. Donc, il faut, quand c'est possible, il faut essayer d'avoir le plus de détachement possible parce que justement, il faut être pragmatique et y aller avec la preuve physique qu'on a sans trop jouer sur les émotions. Mais on est tous des êtres humains, donc il faut toujours faire attention à ça, effectivement. Puis CSI, à ce moment-là, là, c'est pas un bon... CSI, c'est... Moi, j'étais un gros fan, là, c'est pour ça que je parlais tantôt de petits indices. Il n'y a pas un cheveu ou une affaire... Ben, si on parle de CSI, il y a certains... douté de la véracité de ce que j'ai vu à la télévision. Là. Évidemment, c'est romancé. Moi, je n'ai pas écouté beaucoup d'épisodes de CSI, mais pour ce que j'en connais, dans un épisode d'1 heure ou de 30 minutes, je ne sais pas c'est combien de temps, là, un épisode d'1 heure, on va probablement voir l'équivalent du travail de 3 ans d'une équipe d'enquête là, qui est faite par les gens. Donc, mais un exemple, par exemple, ça me fait penser au filament en tungstène des ampoules sur les véhicules routiers. Maintenant, on a de plus en plus d'éclairage à diode électroluminescente, là, ça ne s'appliquera pas. Mais pour les filaments en tungstène, l'ancien système, donc des ampoules avec un filament qui lorsqu'on lui fait passer un courant, devient chaud et va créer une luminescence. La déformation de l'élément, parce que dans un épisode de CSI que j'ai vu, il y avait ce type d'analyse-là qui était montré. Là. Donc, si les feux de frein, par exemple, sont allumés au moment de la collision, le filament en tungstène du feu de frein de l'ampoule va être chaud. Et donc, au lieu de se briser sec, comme s'il était froid, il va s'allonger dans le sens de direction de la décélération. Okay. Et donc, quand on va regarder au microscope, à la loupe, les éléments des ampoules de frein, on peut savoir si les freins étaient activés, étaient allumés, si un feu de position était allumé, si un phare était allumé. Donc, il y a des petits détails comme ça qu'on va aller regarder à la loupe et au microscope, là, où on peut obtenir d'informations importantes. Alors, anciennement, on n'avait pas accès au système embarqué qui vont nous donner de l'information si la pédale de frein était enfoncée, par exemple. Mais ça permet de corroborer, entre autres, les informations qui sont dans les systèmes embarqués maintenant. Donc, c'est toujours pertinent comme analyse. Et c'est le genre d'analyse que les enquêteurs en reconstitution de collision dont je vous parlais tout à l'heure, de la Sûreté du Québec, du SPVM, du Service de police de Laval, font. Donc, oui, il y a des petits détails comme ça qui peuvent devenir extrêmement intéressants lorsqu'on fait une enquête de collision. OK. J'aurais pas pensé que CSR aurait pu amener quelque chose de vrai. Je pensais que c'était...
Ben, je pense que oui, on voit quand ils font les empreintes digitales, entre autres, avec des vapeurs de colle qui s'apparentent à de la Crazy Glue. Ben, c'est effectivement comme ça que ça se fait. Là. Donc, il y a des... Oui, c'est basé sur des trucs scientifiquement valides. Là. Écoutez, je ne suis pas un expert, encore une fois, de CSI, là, mais pour les quelques épisodes que j'ai vus ou les portions d'épisodes que j'ai vus, il y a des choses scientifiquement extrêmement intéressantes qui sont montrées là-dedans. OK. Au moins, mais encore une fois, c'est romancé, comme n'importe quoi qui est fait pour faire du divertissement, là, de toute façon. Ben, restons un peu là-dedans d'abord. Y a-tu des films, tu sais, il y a beaucoup de films avec des poursuites de chars. Oui, y en a-tu des films avec des belles collisions, des belles scènes réalistes de voitures ou de camions? Là, moi, je vous dirais que la majorité du temps, la réponse est non. Pourquoi? Parce que dans la plupart des films, on voit, pour amener l'aspect excitation, l'aspect spectaculaire, les véhicules explosent. Alors, un véhicule qui tombe dans le fond d'un ravin, puis il arrive dans le fond du ravin, puis il explose. Ouais. Véhicule qui prend feu, puis soudainement, boum, il explose. Il y a un accident, le véhicule est renversé sur le côté, le carburant coule, la personne essaye de sortir du véhicule, essaye d'aider d'autres personnes à sortir du véhicule qui sont coincées, puis on réussit à s'éloigner de quelques mètres du véhicule, puis là, juste au moment où ils sont suffisamment loin, le véhicule explose. Dans la vraie vie, des véhicules qui explosent, c'est extrêmement rare. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de bâtir une pression dans un espace clos. Okay. Donc, les réservoirs de carburant sur les véhicules ont des évents. Et donc, les rares cas où on voit des explosions, c'est lorsque, dans la collision, le réservoir de carburant a été plié, tordu, ce qui va faire en sorte qu'on bouche les vents. Et là, on a une source de chaleur, une source d'étincelles, de flammes. Et là, il y aurait une pression qui se bâtirait et le réservoir exploserait. Donc, quand on fait exploser un véhicule dans un film, on utilise des explosifs. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et souvent, par contre, dans les incendies, on va entendre des bruits de déflagration, particulièrement dans les incendies de véhicules lourds. C'est les pneus qui éclatent. Donc, le pneu, quand il éclate, il libère toute sa pression tout d'un coup. Ça va faire des sons qui s'apparentent à un coup de feu, là, si on veut. L'accident à Laval, ça me fait penser, c'est récent là, encore, mais les témoins mentionnaient qu'il y avait entendu des... Absolument. Alors, ce sont généralement les pneus qui éclatent. Okay. C'est ça les bruits qu'on entend. Okay. Fait que tirer du fusil sur la trappe à gaz d'une voiture... Non, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Je vous dirais même que dans le cas de surchauffe de frein sur des véhicules miniers, vous savez, les gros camions de mine là, qui transportent du minerai, qui ont des pneus qui sont hauts comme un étage de maison, là, quand il y a une surchauffe, parce que ça m'a fait penser à ça, votre histoire de coup de feu, là, dans les mines australiennes, entre autres, quand il y a un pneu qui est en surchauffe, on demande à l'opérateur de quitter le véhicule et on va utiliser une arme à feu pour tirer sur le pneu pour le vider de son air avant que le pneu, justement, n'éclate en surchauffe. Donc, la déflagration de ces gros pneus-là, ils ne sont pas gonflés à une pression très élevée, mais il y a un énorme volume d'air. Ouais. Donc, quand ces pneus-là éclatent, bien, ça peut causer des blessures extrêmement graves, sinon des décès si quelqu'un se trouve près du pneu. Donc, on va carrément tirer sur les pneus pour les dégonfler. Là. OK. C'est un des sujets, en fait, tu collabores avec Via Prévention, en fait, dans la création de certains documents. Mais ça me fait penser, on a réédité récemment le guide sur l'explosion et l'éclatement des pneus. C'est en lien un peu... Oui, absolument. Il y a un lien avec ça, assurément. Alors, quand on a une surchauffe de frein, entre autres, ou on a une surchauffe de roulement de roue, mais généralement, c'est les freins qui sont une source commune, là. Le pneu va devenir très, très chaud. Et qu'est-ce qui arrive avec la pression dans le pneu quand le pneu devient très, très chaud? C'est que la pression va augmenter. Donc, un pneu qui est gonflé, par exemple, à 90 PSI pour un pneu de véhicules commerciaux, la pression peut augmenter de façon encore plus importante. Et si le pneu a une faiblesse au niveau de sa carcasse, il va éclater. Et si on a le chauffeur ou un mécanicien qui est près du pneu à ce moment-là, bien, on peut avoir des blessures très, très graves. Donc, en termes de prévention, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'un pneu surchauffe comme ça, il faut se tenir à l'écart. Là. Puis il doit avoir un temps pour le laisser refroidir. Il faut attendre que ça refroidisse et ça peut prendre quand même... ça ne prend pas 10 minutes, un pneu à refroidir. Ça va lui prendre plusieurs heures, généralement. Y a-t-il une distinction entre un éclatement de pneu puis une explosion? Généralement, le phénomène, c'est un éclatement. Il y a certaines fois, mais c'est beaucoup plus rare, où on va avoir une concentration de volatile à l'intérieur du pneu, de gaz volatile, que ce soit, on a utilisé de l'éther pour gonfler le pneu, on a utilisé un lubrifiant. Comme on voit dans les vidéos sur YouTube, là, oui, absolument. Alors, ça, lighter. Où on va avoir une contamination de l'air à l'intérieur du pneu par la pompe de remplissage où il y a de l'huile qui passe dans le mélange d'air. Donc, dès qu'on a un volatile à l'intérieur du pneu et qu'on a une augmentation de la pression comme ça soudaine, on peut obtenir les conditions où on va avoir une explosion, effectivement. Mais c'est des phénomènes quand même assez rares. Okay. Sur la route, véhicule, le camion qui pogne qu'on va voir à côté sur la route, les
les pneus qui boucanent ou la roue qui boucane, ça serait... Alors, il faut se tenir loin. Okay. Le problème, souvent, c'est que le chauffeur va prendre son extincteur à bord, puis il va venir se pencher au-dessus du pneu, puis il va mettre de la poudre d'extincteur sur le frein, sur le roulement de roue, sur l'essieu, alors que ça ne sert pas à grand-chose de toute façon, puisque la chaleur va prendre un certain temps à se dissiper. Il faut simplement se tenir loin. En fait, une des choses qu'un chauffeur professionnel peut faire, c'est de rouler à basse vitesse dans l'accotement. Et avec la circulation d'air, on va tranquillement se refroidir. Et là, le chauffeur est dans sa cabine en train de conduire. Il est loin de l'action, de ce qui se passe au niveau du pneu, donc il est en sécurité dans sa cabine. Alors que s'il se met devant le pneu avec son extincteur, il se met dans une position vulnérable. Ou encore pire, s'il va en dessous du véhicule pour aller, par exemple, désajuster un frein qui serait resté collé et que c'est le pneu intérieur qui éclate par le flanc intérieur, on a déjà vu des accidents mortels comme ça où le chauffeur a eu la tête projetée sur un essieu ou sur un différentiel et puis c'est des accidents mortels à ce moment-là. Je pense à nos collègues partenaires, contrôleurs routiers qui vont peut-être aller se positionner eux-mêmes sous un véhicule. Mais un frein en surchauffe, un pneu en surchauffe, on le voit, là, c'est très, 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 très chaud. Okay. Ça va être on parle de cas où tu ne serais même pas capable de mettre ta main sur la roue, là, tellement elle est chaude. Là. Donc, c'est vraiment des cas extrêmes. Je pense dis-moi si je me trompe, en Ontario, ils ont des règles concernant le serrage de roues. Parce que c'est une des problématiques qui a été soulevée. Oui, en fait, au début des années 90, on a eu 3 très gros incidents sur la 401 en Ontario qui impliquaient des pertes de roues, des accidents mortels. Et en Ontario, ils ont choisi d'y aller pour une réglementation très sévère pour les pertes de roues. Il y a une amende. Écoutez, moi, à l'époque, c'était 50 000 $ pour un incident. Je ne sais pas si c'est encore ce montant-là, mais le propriétaire exploitant du véhicule lourd a une amende de 50 000 $ à payer s'il perd une roue sur le réseau routier. Et on a des provisions qui sont... Chaque province a des provisions de sécurité routière qui peuvent varier. Dans les grandes lignes, ça se ressemble beaucoup. Mais par exemple, en Ontario, un pneu doit avoir les pneus au niveau du gonflage doit avoir un bouchon sur la valve de pneu. Et le bouchon doit être en acier avec un joint d'étanchéité. Alors que dans les autres juridictions, on pourrait même ne pas mettre de bouchon et on n'aurait pas de défectuosité. Ça serait une défectuosité au niveau de l'entreprise, au niveau de son entretien, puisqu'évidemment, pas mettre de bouchon, la poussière va rentrer dans la valve de pneu, on va finir par avoir des pertes d'air. Mais il n'y a plus d'obligation. Par exemple, au Québec, il n'y a plus d'obligation réglementaire d'avoir des bouchons sur les pneus. Là. Mais ce n'est pas une bonne idée de ne pas en mettre, par contre. OK. Puis eux, ils ont une formation. Je pense que ceux qui font le serrage doivent avoir une formation obligatoire. Est-ce qu'on est en retard au Québec en n'ayant pas nécessairement ça? Est-ce que ça ne change pas grand-chose? Écoutez, la formation serrage de pneus, elle était réglementée en Ontario. Maintenant, c'est plus ou moins bien suivi. Ça a été très suivi dans les années 90, début des années 2000. Mais les problématiques de perte de roues qui causent des accidents mortels, on a été assez chanceux. On n'a pas eu de séquence où il y a eu plusieurs incidents de suite là, avec des accidents mortels. Il y a encore des pertes de roues sur les véhicules lourds. Nous, on fait des enquêtes de perte de roues à chaque année pour des transporteurs, savoir ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas eu d'autres dossiers très médiatisés là, qui ont fait que c'est redevenu d'actualité. Donc, on s'attaque à d'autres problématiques, entre autres les freins qui sont bien plus problématiques que les pertes de roues là, en termes de dangerosité. Là. Ça, je sais que c'est un de tes sujets. En tout cas, en ayant travaillé avec toi dans divers comités, c'est un de tes chevals de bataille ou un de tes dossiers, en tout cas, que tu tiens à cœur, la portion, tu en as parlé tantôt, les régleurs de jeu automatiques. Là. Oui, en fait... Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'on est on est en arrière, on est en avance, on en parlait ensemble? La solution, c'est l'avènement du frein à disque qui est de plus en plus commun sur les véhicules lourds. Il y aura toujours des véhicules de transport hors normes qui vont continuer ou des véhicules de certains types de transport qu'on va continuer à avoir des véhicules avec des freins à tambour. Parce que les freins à tambour sont extrêmement efficaces à dissiper la chaleur. Okay. Et c'est une des raisons pourquoi on a utilisé historiquement les freins à tambour sur les véhicules commerciaux, parce que c'était une bonne façon de gérer la chaleur générée au freinage. Les freins à disque doivent être ventilés. La problématique de surchauffe des freins est plus critique avec les freins à disque en ce qui concerne le transport de marchandises ou les véhicules commerciaux là, qui sont très lourds. Mais les problématiques de perte de frein sont particulièrement importantes au niveau des freins à tambour parce que le mécanisme a beaucoup de sources de jeu. Donc, du moment où on applique les freins, la tige qui sort du récepteur de freinage, qui doit faire tourner un régleur, qui lui-même doit faire tourner un arbre à cames, qui lui-même doit pousser sur des rouleaux, qui eux-mêmes doivent venir serrer des sabots de frein dans un tambour. On a énormément de parties mécaniques
qui peuvent développer des jeux, des problématiques. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un régleur de jeu. C'est qu'il faut gérer ce jeu-là pour que le jeu mécanique soit dans une certaine échelle de grandeur. Par exemple, si on parlait à mécanicien, on parlerait d'un frein 30-30. Il doit 30-30 régulier. Là, ça, c'est vraiment du jargon de mécanicien que je vous donne. La tige du récepteur de freinage doit se promener entre 1 pouce 3/4 et 1 pouce 7/8 de déplacement pour être à une efficacité maximum pour le frein. Donc, dès que l'ajustement est trop serré ou particulièrement trop lâche, on va commencer à avoir une perte d'efficacité de freinage et jusqu'à perdre les freins. Donc, la problématique avec les véhicules lourds qui ont des freins à tambour, c'est que s'ils ne sont pas entretenus comme il faut, on va avoir des véhicules lourds où on va perdre de l'efficacité de freinage ou perdre les freins. Donc, l'exemple des éboulements dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais c'est une des raisons principales pourquoi il y a une réglementation en Amérique du Nord, incluant le Mexique maintenant, au niveau de l'entretien mécanique. La fameuse loi 430 dont on parle sur les propriétaires exploitants et chauffeurs de véhicules lourds, la vérification mécanique qui doit être faite chez mandataire, la vérification mécanique qui doit être faite à l'interne si on est accrédité pour le programme d'entretien préventif de la SAC, le programme PEP. Et donc, si on n'avait pas cette réglementation-là, on aurait une problématique très grave au niveau du freinage des véhicules lourds, parce que si l'entretien n'est pas bien effectué, on a des véhicules qui deviennent dangereux. Mais tous les camions en sont équipés. Comment ça se fait que l'entretien est peut-être déficient à certains points? Mais c'est les marges de profit des entreprises de transport. Les marges de profit sont faibles, donc on essaie de couper partout où on peut couper. Mais par contre, on a la difficulté à avoir des chauffeurs, à avoir des mécaniciens. Donc, les salaires des chauffeurs, les salaires des mécaniciens se sont quand même beaucoup améliorés dans les dernières années parce qu'on veut réattirer les jeunes à ces métiers-là, des métiers qui sont plus des métiers traditionnels. Les jeunes veulent plus aller vers des choses où on va avoir des écrans, on va avoir de l'informatique, de l'électronique, ce qui est normal parce qu'on veut aller vers ce qui est technologique. Mais l'informatique et l'électronique, de plus en plus, on en retrouve de plus en plus dans les véhicules également, de toute façon. La gestion de flotte aussi, de plus en plus des choses où on fait l'acquisition. Je parlais de l'acquisition des paramètres de fonctionnement des véhicules lourds. Donc, il y a de plus en plus de gestion de données informatiques pour savoir, par exemple, les pressions dans le turbo. Est-ce qu'on a un turbo qui commence à faire défaillance? On commence à avoir des données au niveau gestion des véhicules qui sont beaucoup plus précises, beaucoup plus pointues. Donc, il y a des choses très intéressantes pour les nouvelles générations au niveau du transport. Mais la problématique principale, c'est que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Si on peut faire la même chose qui va nous coûter 2 $ au lieu de 2,50 $, on va y aller pour 2 $. Mais il y a un minimum qui doit être fait. Et en termes de sécurité routière, c'est l'état mécanique de certaines composantes. Okay. La direction, les pneus, les freins, où il ne faut pas couper dans le muscle, parce que là, on va se retrouver avec des problématiques. On peut couper dans le gras, mais pas dans le muscle. Puis tu parlais de nouvelles technologies. Ces types de freins-là, à tambour, à Kamaes, on n'est pas... c'est pas de la dernière... Ça date pas de la dernière année, là. C'est une technologie qui date... des années 50. Donc, ce sont des très vieilles technologies. On a rajouté les freins ABS, on a rajouté les récepteurs de freinage à course allongée, on a rajouté les régleurs automatiques. Mais la brake foundation, la base du système de freinage, frein à tambour à Kamaes, elle reste la même que ce qu'on avait dans les années 50. Donc, c'est une vieille technologie et les pièces coûtent de moins en moins cher, surtout à cause des manufacturiers asiatiques. Donc, on peut avoir des pièces de remplacement sur un camion pour un frein à tambour qui vont coûter moins cher que sur une camionnette là, qui a des freins à tambour à l'arrière. Donc, les coûts des pièces ont beaucoup diminué, il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de manufacturiers, beaucoup de distributeurs. Donc, c'est des freins qui vont probablement rester, même si on a de plus en plus de freins à disque sur les véhicules lourds. Mais la problématique des freins à tambour va continuer à exister là, à cause de ça. Puis en tout cas, j'en reviens dans des comités qu'on a fait ensemble, on a vu que pour pas qu'on ait l'air de parler que le fardeau de cet entretien-là va être juste vers un acteur, mais je pense qu'on a pu voir dans l'industrie que oui, les chauffeurs ont un travail à faire au niveau de l'identification des problèmes, les mécaniciens au niveau de l'installation, au niveau du diagnostic, puis dans le niveau propriétaire, dans les décisions opérationnelles. C'est ça, les gestionnaires doivent comprendre qu'il y a des pièces qui doivent être remplacées. Un régleur de frein qui est sur un camion depuis 10 ans, il y a des très bonnes chances qu'il n'est plus efficace. Donc, on garde des pièces sur des véhicules qui devraient être remplacés. Là, on parle quand même d'applications commerciales. On parle de véhicules qui sont utilisés, qui font beaucoup de kilométrage dans l'année, qui sont de nombreuses heures sur la route à chaque semaine.
Et donc, c'est des pièces d'usure comme n'importe quelle autre pièce du système de freinage. Les tambours, on va les remplacer, les récepteurs de frein, on va les remplacer, les sabots de frein, on va les remplacer. Ce sont toutes des pièces qui ont des durées de vie limitées, mais les régleurs, c'est la même chose. Le problème, c'est lorsqu'on laisse un régleur pendant 8, 10, 12 ans sur un camion. Les camions, maintenant, on voit des camions qui peuvent faire 2 millions de kilomètres, 1,5 million de kilomètres, et puis c'est quelque chose qui est quand même assez commun. On va faire un réusinage moteur. Bien, il faut penser également à remplacer ces pièces-là qui sont trop facilement remises en service en les ajustant manuellement, et on a un faux sentiment de sécurité. Alors, pendant combien de temps elles vont rester réajustées manuellement? Bien, peut-être dès la semaine d'après, ces pièces-là sont déjà défectueuses. T'aurais-tu un genre de top 3 des indices qui pourrait nous dire qu'il est fini ou ce régleur-là ne fonctionne plus correctement? C'est des freins qui sont hors ajustement. Lorsqu'on fait l'expertise mécanique, lorsqu'on fait l'examen, pas l'expertise mécanique, mais lorsqu'on fait la vérification mécanique du véhicule, on voit que les régleurs sont hors jeu, les courses sont trop longues. Okay. Bien là, il faut se poser la question, pourquoi la course est trop longue? Il y a des bonnes chances que c'est parce que c'est le régleur qui est défectueux. Alors, aller le réajuster manuellement, rattraper la course, donc c'est avec une clé, c'est comme une clé à rochet, un ratchet à l'intérieur du régleur. On va le ramener à sa position, mais s'il se dérègle tout seul par la suite, on n'a rien solutionné. Et souvent en sécurité routière, en sécurité du travail, là où on a les pires accidents, c'est lorsqu'on a un faux sentiment de sécurité. Ah, j'ai réajusté mes freins, donc je suis correct. Je viens de remplacer la pompe hydraulique, donc c'est la dernière chose qui devrait lâcher, c'est la pompe hydraulique. Bien, au contraire, on vient de faire une intervention. La pompe hydraulique, elle va peut-être qu'il y a eu une problématique au niveau de son montage et elle va faire défaillance. C'est la première chose qui va faire défaillance. Mm-hmm. Le faux sentiment de sécurité, c'est le pire. L'accident d'Air Transat, l'avion qui a atterri en planant aux Açores, le pilote qui vient de prendre sa retraite, justement, c'était une question de pompe. On n'avait pas installé la bonne pompe, on ne l'avait pas branchée comme il faut. Le commandant Piché. Le commandant Piché, exactement. Pour le transfert de fuel, mais il y avait bien des paramètres, mais le transfert de fuel d'une aile à l'autre, d'un côté à l'autre. Là, donc, lorsqu'on a un moteur qui a lâché, on a voulu faire le transfert de fuel, puis ça ne s'est pas passé comme prévu parce qu'il y avait une défaillance au niveau de la pompe qui avait été installée, au niveau de l'entretien de l'avion. Donc, il y a souvent des facteurs mécaniques. Mais le facteur mécanique est un facteur parmi tant d'autres. Et la problématique, c'est toujours une des problématiques, moi, que j'ai vu souvent dans ma carrière, c'est que pour avoir un accident très grave, c'est souvent une combinaison de plusieurs choses qui vont arriver, des erreurs humaines au niveau entretien, des erreurs humaines au niveau design de composantes, des erreurs humaines au niveau de l'opération du véhicule. Et on combine tous ces éléments-là et on se retrouve avec un accident qui peut être très, très, très grave. Il suffit juste d'enlever mettre le bâton dans les roues d'un de ces éléments-là, l'accident n'arrive jamais. Et le problème, c'est que justement, quand on a toute cette combinaison-là, c'est que généralement, c'est parce qu'on a un faux sentiment de sécurité, parce qu'on a fait quelque chose qui nous disait « Ouais, on devrait être bon. On pense avoir cadenassé une machine, mais on ne l'a pas cadenassé. Okay. Et c'est là qu'on se fait arracher un bras dans l'usine. C'est souvent des cas comme ça où on a des accidents de ferme. Des accidents de ferme, c'est souvent des composantes mécaniques qui font défaillance. Et là, comme on est très près de ces équipements-là, un PTO sur une ferme, par exemple, qui entraîne une faucheuse ou qui entraîne un système rotatif quelconque, bien, on peut avoir des blessures graves et des décès lorsqu'il y a des défaillances de ces systèmes-là. Tu as mentionné tantôt les mandataires. C'est quoi ton rôle ou qu'est-ce que tu as comme action ou comme contribution avec les mandataires de la SAC là, en vérification mécanique? Alors, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Dans la réglementation au Québec, on a un circuit de mandataires, donc qui reçoivent des mandats de la Société d'assurance automobile du Québec pour faire la vérification mécanique périodique des véhicules lourds. Donc, si on est propriétaire exploitant d'un véhicule lourd, on a deux choix. On peut aller chez un mandataire, faire la vérification annuelle ou biannuelle, dépendant du type de véhicule, de notre véhicule lourd. Ou encore, on peut aller voir une entreprise qui est accréditée PEP ou avoir nos propres mécaniciens accrédités PEP ou avoir notre propre garage accrédité au programme d'entretien préventif de la SAC. Chez les mandataires, il y a un réseau de mandataires au Québec, ils sont plus d'une centaine qui couvrent tout le Québec. Mais moi, depuis une quinzaine d'années, j'offre de la formation à leurs mécaniciens, la formation continue sur la vérification mécanique. Et il y a également la vérification des véhicules légers, la validation des véhicules gravement accidentés qui sont reconstruits. C'est toutes des choses qui sont faites chez des mandataires de la SAC.
Et moi, je travaille avec ces gens-là depuis de nombreuses années. Et mes premiers contacts avec ces gens-là, c'est lors de mes premières expertises mécaniques d'accidents de véhicules lourds. J'ai eu à travailler avec des mécaniciens dans des garages, mais également dans les années 90, avec le professeur Michel Gou à l'École polytechnique, j'avais participé à une grande enquête sur l'état mécanique des véhicules lourds impliqués dans des accidents, où on regardait des dossiers. On avait couvert, je pense, c'est 217 de mémoire, là, 217 ou 237 accidents de camions sur une période de 2 ans. Et on avait fait une vérification mécanique de ces véhicules-là et on avait été en mesure de déterminer qu'il y avait un pourcentage important de ces accidents-là qui avaient été causés ou qui avaient été aggravés par des défectuosités mécaniques. Perte de direction, éclatement d'un pneu, perte de roue et particulièrement des problématiques de freinage. Donc, pas des petits éléments... Oui, puis à l'époque, pas des éléments mineurs, c'est des éléments qui affectent directement la sécurité d'opération du véhicule, effectivement. Et puis, pour vous donner un exemple, moi, je me souviens d'un cas où on avait un camion qui était presque neuf, il avait moins d'1 an, et il avait perdu les freins. Et la raison pour laquelle le chauffeur avait perdu ses freins, c'est qu'il n'y avait eu aucun entretien pendant la première année qui avait été fait sur ce véhicule-là. Et c'est un véhicule qui faisait énormément de kilométrage. Alors qu'un entretien devrait être à toutes les... Bien, pour un véhicule moteur, on parle aux 3 mois. Aux 3 mois, il doit y avoir une vérification qui soit faite. Et puis pour une remorque, c'est aux 4 mois. C'est ça qui est exigé par la réglementation du programme d'entretien préventif de la SAC. Avec tout ça, de ce qu'on a vu de ton profil, ingénieur, chargé de projet, formateur pour des mécaniciens, j'ai trouvé aussi, en faisant mes recherches, j'ai tourné quelques roches sur Internet. J'ai vu que tu étais coach de hockey aussi. Oui, mais en fait, je coach mon fils. Là, comme bien des papas là, qui ont des enfants qui jouent au hockey. J'ai commencé ça quand mon fils a maintenant 11 ans. Il va commencer le Pee-Wee. Justement, il a les camps d'entraînement commencent dans les prochaines semaines. Et moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, de la dynamique de coach, la dynamique avec les parents aussi. On parle souvent des parents qui sont un peu fous, qui exagèrent avec leurs enfants. Moi, j'ai eu une très belle expérience dans les 4 dernières années avec mon fils. Je l'ai coaché au niveau novice, au niveau atome. Donc, ça fait 4 ans. Moi, j'ai trouvé ça très agréable, très intéressant de voir ces jeunes-là, parce que je pense qu'un des grands intérêts du sport, dans ce cas-ci, c'est le sport collectif, mais même dans le sport individuel, dépendant de la personnalité de l'enfant, c'est d'apprendre à grandir au travers du sport. Donc, développer ses habiletés, développer son sens de relever des défis, mais également le travail d'équipe, travailler avec d'autres. Et moi, je trouve ça très, très enrichissant. Je ne pensais pas que j'aimerais ça comme ça. Moi, je l'ai fait parce que c'est mon fils, puis je voulais être impliqué. J'aurais pu être gérant d'équipe, mais moi, je suis assistant coach depuis plusieurs années. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant et très enrichissant comme expérience. Et moi, je trouve ça très, très positif. Il faut apprendre aux enfants à bien gérer la défaite, pas être des mauvais perdants, à bien gérer la victoire, pas être des mauvais gagnants, là. Ne pas apprendre à vivre avec le fait que l'arbitre peut faire des erreurs et pas blâmer l'arbitre pour une défaite. Il faut simplement pas se faire déconcentrer par le fait qu'un arbitre n'a peut-être pas fait ce qu'on pensait qu'il aurait dû faire, mais on joue son match, on fait ce qu'on a à faire, et puis l'arbitre va faire des erreurs des deux côtés de toute façon s'il en fait. Et il va en faire, l'arbitre. Là. Comme un joueur va faire des erreurs, comme un coach va faire des erreurs, comme un parent va faire des erreurs, quand on parente un enfant, on fait des bons coups et des moins bons coups. On y va avec ce qu'on croit, ce qu'on pense, avec avec ce qu'on a également. Mais non, effectivement, moi, je trouve ça extrêmement enrichissant. On entend toutes sortes d'histoires d'horreur de parents, de coachs, etc., d'enfants qu'on force à jouer dans un sport où ils n'ont plus de plaisir. Moi, je pense que c'est ça le plus important, c'est le plaisir. C'est qu'il faut retrouver du plaisir, que ce soit dans son travail, que ce soit dans une activité sportive. Il faut qu'il y ait une partie de plaisir importante là-dedans. Et c'est ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait évoluer, là, surtout pour des enfants en particulier. C'était justement mon point. Y a-tu des aspects, justement, en coachant qui t'ont fait réaliser certains éléments dans ton travail? Exemple, quand tu es avec une gang de mécaniciens en formation, fait comme, oh boy, ça, c'est exactement comme les jeunes le mardi soir à la pratique. Là. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, dans plusieurs circonstances dans ma vie. Entre autres, quand tu fais un témoignage expert à la cour et que tu as un autre ingénieur de l'autre côté qui va challenger ton expertise, il faut être en mesure d'être assez humble pour dire oui, bien ça, j'en suis certain. Ça, bien écoutez, c'est ce que je crois de par mon expérience. Et être capable parce que c'est le décideur, c'est le juge, que ce soit un juge administratif ou un juge
un juge à la Cour supérieure ou un juge à la Cour du Québec, il faut donner, comme expert, il faut donner l'information et c'est le décideur qui va, au travers de tout ça, prendre une décision. Et il y a un travail de vulgarisation. Donc, moi, j'ai beaucoup appris à faire ce travail-là. Dans le coaching ou dans la formation, c'est la même chose. C'est qu'on va faire des erreurs comme formateur. Si on ne comprend pas, si les élèves, si les participants ne comprennent pas ce qu'on leur dit, c'est nous qui font pas notre travail comme il faut. Est-ce qu'on l'a mal formulé? Est-ce qu'il faudrait qu'on le formule avec des mots différents, avec des méthodes différentes? Est-ce qu'il faudrait qu'on utilise des images, du vidéo? Le travail du formateur est extrêmement important en ce sens où il faut être capable de rejoindre l'audience. Mm-hmm. Et c'est pas parce qu'on sait qu'on l'a bien présenté puis qu'on l'a bien expliqué, oui, mais est-ce que ça a été bien compris et bien reçu? C'est ça qui est important. Et ça, c'est... encore une fois, il faut être humble là-dedans et comprendre que les choses qui, pour nous, sont très simples dans notre tête sont peut-être vraiment pas évidentes pour quelqu'un d'autre. Donc, il faut être capable de le vulgariser. Et il y a des gens qui vont être très bons avec des aspects logiques, mathématiques, et d'autres, ça va être des gens qui sont visuels, qui sont auditifs. On va aller les chercher de toutes sortes de manières. Et ça, c'est des beaux défis quand on est formateur, là. Avoir un niveau au niveau académique, être capable de montrer des choses, d'expliquer les choses. Et c'est la même chose avec les enfants. Quand tu les coaches au hockey, il faut que tu sois capable de leur expliquer, de leur faire comprendre. Et tu apprends des choses toi-même en faisant ça. Alors même quand on est professeur, quand on est formateur, quand on est coach, quand on est témoin expert, on a toujours des choses à apprendre. Et c'est ça que je trouve formidable. Et le jour où j'apprendrai plus rien, mais ça va être le temps de prendre ma retraite. En espérant que ce ne soit pas tout de suite. Mais je l'espère bien. Finissons ça justement, tant qu'à apprendre des choses, là, finissons ça léger. Là. Admettons, là, tu l'as vu tantôt, je fais souvent des références aux films ou aux séries télé. T'aurais-tu une suggestion cinéma de film où il y a un enquêteur, où il y a un ingénieur qui vient te chercher ou un aspect ludique un peu d'un film? Ben écoutez, moi je pense que le Meurtre sur l'Orient Express là, de Agatha Christie, c'est quand même, quand on parle de trucs d'enquête, c'est quand même une des bonnes références. Si on n'a pas vu le film ou si on n'a pas lu le livre, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Au moins une fois, Agatha Christie, c'est probablement son chef-d'œuvre littéraire. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Mais au niveau technique, écoutez, moi, je pense qu'il y a des trucs comme CSI, dont on parlait tout à l'heure. Il y a des choses... Mais il faut quand même comprendre que c'est romancé. Mais on va apprendre. Moi quand les quelques épisodes que j'ai vus, j'ai appris des choses. Et on a par exemple, on parle des experts en projection de sang. Donc, lorsqu'on a des scènes de crimes violentes où il y a de crimes violents où il y a des projections de sang, où il y a eu des objets contondants qui ont été utilisés, où il y a des armes, des objets tranchants, il y a des experts qui font juste ça. Leur travail, c'est de voir, les gouttes de sang ont été projetées à tel endroit, telle distance, tel profil de gouttes. Ça nous indique qu'on a utilisé telle arme, la victime était à tel endroit, à telle hauteur. Et juste ça nous indique que chacun a sa spécialité, mais il y a des choses intéressantes et qui sont valides, qu'on peut aller chercher pour des trucs qui sont peut-être des détails pour d'autres personnes. Okay. Moi, j'avais Iron Man, je ne sais pas si ça a rapport. Là. Il se dit mécanicien. Tony Stark, oui. Oui, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous montre la miniaturisation de la robotique, entre autres, et puis l'utilisation d'alliages métalliques très avancés. Il y a des choses, évidemment, c'est de la science-fiction, là, on le sait bien. Mais oui, au niveau technique, il y a des trucs très intéressants là-dedans. Là. Cool. Olivier, merci beaucoup d'être venu à Balado Prévention. Si les gens veulent te contacter pour utiliser ton expertise, comment ils peuvent te rejoindre? Alors, nous, écoutez, c'est très simple. On a notre site web, c'est prolad, prolad.ca. Et vous avez nos coordonnées, vous avez les photos des membres de notre équipe sur le site web aussi. Mais encore une fois, nous, on travaille beaucoup avec les organismes gouvernementaux, avec les assureurs, avec les opérateurs de flotte, avec la CNESST, avec, dans certains cas, le bureau du coroner même. Donc, on fait vraiment des expertises pour des organismes qui sont directement liés à l'opération et à la surveillance des opérations de véhicules. Mais ça nous arrive aussi de faire des cas. Par exemple, moi, j'ai déjà fait un dossier il y a quelques années pour une personne handicapée qui avait un véhicule transformé et qui avait des problématiques. Donc, on fait toutes sortes de choses. Okay. Donc, ça peut même toucher le grand public dans certains cas. OK, super. Merci encore d'être venu, d'avoir partagé tout ce temps-là. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup, Samuel.
De mon côté, n'hésitez pas à aller liker la page Facebook de Via Prévention, de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts ou l'application Android. N'oubliez pas notre colloque qui va avoir lieu le 20 novembre prochain. Pour les inscriptions, allez sur viaprévention.com. Et sur ce, à une prochaine fois.